Coucou et bienvenue ici, c'est Margot et aujourd'hui on parle de la roue de fortune. Alors je sais pas si tu es au courant mais j'ai entamé un défi de 78 vidéos pour décrire les 78 cartes du jeu de tarot. Donc jusque là on a fait déjà 10 cartes parce qu'on compte aussi le fou qui est numéro 0 et on arrive enfin dans la 10e carte qui est donc la roue de fortune. Je t'explique tout ça tout de suite. Déjà tout simplement, je voulais vraiment te souhaiter bienvenue ici. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Donc sur cette chaîne, je parle à la fois de tarot, de psychologie et de ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Tout ça, c'est dans le but de te permettre de développer tes propres outils et ta direction pour devenir un peu plus toi chaque jour avec effectivement le tarot et d'autres outils ésotériques et de moins peut-être te sentir obligé d'entrer dans un moule et de faire plaisir aux autres. Donc, je te présente la roue de fortune tout de suite dans le tarot de Marseille tout d'abord. Parce que dans le tarot de Marseille, avec le numéro 10, c'est peut-être là où c'est le mieux illustré qu'on est vraiment au début d'un cycle et au début d'un nouveau cycle, à la fin d'un ancien cycle. Parce que c'est vraiment la fin de la première dizaine et on ouvre sur une nouvelle dizaine. Ça renvoie vraiment au début du voyage du fou. Et en cas d'échec, on est repropulsé au début de la première dizaine. Et si tout va bien, on enclenche le nouveau cycle et on passe dans la deuxième dizaine pour un travail d'approfondissement par rapport à ce qu'on a déjà fait durant toute la première partie du voyage du fou. Donc c'est vraiment une carte de renouveau, de fin de cycle, de nouveau cycle, mais c'est plus connu même pour être une carte de providence divine, de destin, de karma. Ça représente quelque part la roue de la vie. Donc on parle dans des tirages, on parle de retournement, on parle de chance, on parle de malchance et ça peut signifier soit que le consultant est en train de suivre le flux ou au contraire qui va à l'inverse du flux, qui résiste à quelque chose qui est plus grand que lui et qui risque fortement de s'y casser les dents. Mais c'est vraiment le symbole du cycle, le symbole aussi de la répétition de l'histoire. Alors, on a un serpent qui apparaît ici dans le Rider-Waite-Smith. Le serpent est ici. Et le serpent, ça va venir représenter les choix moraux auxquels on est confronté, auxquels est confrontée toute l'humanité, encore et encore. Il y a vraiment une histoire de cycle répétitif, en fait, d'histoire qui vient se répéter avec des choix moraux qui réapparaissent de cycle en cycle. La roue, ça symbolise vraiment ces cycles infinis de naissance, de mort, de renaissance, de souffrance quelque part de la vie sur Terre, qui n'a de fin que quand on atteint enfin l'illumination, la compréhension. Donc il peut s'agir dans une lecture, par exemple, quand on parle de cycle, d'une impression de déjà-vu peut-être que vit le consultant. Alors, la carte de la roue de fortune, c'est pas la seule qui parle de cycle, de ce cycle de vie. En fait, il y a deux autres cartes qui en parlent vraiment de façon prépondérante. C'est la carte de la mort et c'est également, évidemment, la carte du monde. Donc là, à chaque fois dans ces trois cartes, on est en lien avec des vérités qui sont abstraites, des forces universelles qui peuvent être plus ou moins effrayantes. Il n'y a rien de forcément mauvais ou de douloureux qui va forcément se passer avec ces cartes, mais ça représente des forces qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à appréhender, qu'on ne maîtrise pas. Avec la mort, on est vraiment dans un déclin naturel, une destruction physique qui est inévitable et qu'on rencontrera autour de nous et qu'on aura à vivre nous-mêmes. Et en même temps, ça représente dans le quotidien les choses qu'on a besoin de laisser sortir de nos vies, qui ne nous sont plus utiles, les petits deuils qu'on a à vivre vraiment au quotidien. Dans la roue de fortune, là, ça va plus évoquer la chance, le risque, le destin, la question du libre arbitre aussi, j'y reviendrai plus tard, et l'assurance aussi que rien ne dure, sauf le changement. Et enfin, la carte du monde. La question cyclique de la carte du monde, c'est vraiment la carte de la renaissance, la carte de fin et de renouveau, de dissolution et de manifestation à la fois. Je m'arrête un petit instant pour te dire que si tout ce monde tarologique, si tout ce monde ésotérique t'intéresse, si ce monde spirituel t'intéresse et que tu as envie de cheminer là-dedans un peu plus loin avec moi, soit pour vraiment aller découvrir le tarot et travailler avec le tarot, soit pour avoir peut-être plus d'outils de connaissance de toi-même par le biais des outils ésotériques, le plus simple c'est d'aller accéder à une vidéo exclusive qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective. C'est une vidéo qui te montrera comment et pourquoi arrêter de cantonner la spiritualité à une pratique qui est peut-être déconnectée en fait de ta vie quotidienne et comment au contraire en faire un outil pour vraiment avancer en vrai dans ta vie concrète. Alors traditionnellement,
Sur la route fortune, on voit 3 animaux vraiment sûrs ou vraiment très resserrés autour de la route fortune. C'est la même chose dans le tarot de Marseille. Il y a 3 animaux, dont un sphinx. Là, je te renvoie vraiment pour l'histoire du sphinx à la carte du chariot que j'ai longuement expliqué. On a vraiment beaucoup parlé du symbole du sphinx. Donc, je t'invite à voir vraiment la carte du chariot pour ce symbole du sphinx, même si là, je vais forcément en reparler un petit peu. Parce que le sphinx, c'est vraiment l'énigme qui mène à la sagesse, en fait. L'énigme vers la voie de la sagesse. Et les autres bestioles, c'est toujours à la fois des hommes, animaux, mis à part le serpent dans le Rider-Waite-Smith, et ça vient faire le lien entre notre aspect terrestre et animal avec l'aspect humain et divin de notre propre nature. J'ajoute que la roue de fortune, c'est vraiment une image hyper commune dans le monde médiéval. La plupart du temps, on ne voit pas des petits animaux comme ça. On voit 3 personnages masculins autour de la roue. On voit un roi tout en haut, on voit un jeune homme qui grimpe sur le côté, on voit un vieil homme qui tombe de l'autre côté. Souvent, il y a même des inscriptions de ce que peuvent dire les personnages. C'est un petit peu en mode bande dessinée, ce qu'on peut retrouver. Donc le roi, la plupart du temps, il dit qu'il est heureux de régner et il est quelque part inconscient de sa propre mortalité et de la précarité de sa situation. Le jeune homme qui grimpe là, il dit qu'il régnera bientôt et le vieil homme, il se lamente d'avoir régné un jour et de plus régner maintenant. Et en fait, c'est vraiment en lien avec les 3 âges de l'énigme du sphinx. Là aussi, j'explique cette énigme du sphinx dans le chariot. Vraiment, on voit cette jeunesse, cette maturité et cette vieillesse dans l'énigme même du sphinx. C'est encore plus visible dans le tarot de Visconti Forta. Je te mets la photo ici. Parce qu'on voit carrément que là, le vieil homme se retrouve sous la roue. Mais il y a bien cette histoire d'âge de vie qui est représentée dans ce tarot précisément. Avec cette idée de vieillesse, de règne et après de déchéance, on est vraiment dans une vision assez chrétienne de la vie où en fait l'orgueil est vraiment vu comme le péché capital. Si on fait un péché d'orgueil, on risque d'être précipité à notre propre perte. On reparle de ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Toujours pour le mythe d'Oedipe et sa confrontation avec le sphinx, qui est aussi forcément rappelé dans cette carte, on peut dire qu'il s'agit aussi d'une lutte permanente entre le destin, représenté par la roue, et notre libre arbitre, peut-être plus représenté dans cette espèce de lutte avec le sphinx. C'est vraiment un thème commun à beaucoup de tragédies grecques, cette confrontation entre destin et libre arbitre. Je poursuis pour les animaux avec le serpent, qui est une représentation du dieu égyptien Seth, qui est le dieu du mal, qui apporte la mort, qui tue Osiris. Donc il y a vraiment aussi une allusion à d'anciens rites de tuer le roi. Donc là aussi on est vers ce décès du roi. Et le serpent est sur la pente descendante de la roue. Donc c'est aussi le dieu de l'obscurité et représente la nécessité pour nous en tant qu'êtres humains d'aller au-delà de notre peur du noir, d'aller au-delà de notre peur des monstres. On voit aussi ici un homme à tête de chacal, c'est Anubis, qui est le dieu égyptien qui va guider les morts. C'est le dieu des morts, le dieu guide des âmes, c'est le dieu d'une vie nouvelle après la mort. Et bien sûr, le sphinx, c'est la représentation aussi de Horus, qui est le dieu de la résurrection. Donc on a vraiment une espèce de schéma de triomphe de la vie sur la mort. Mais le sphinx, c'est forcément aussi le mystère de la vie. On a vu le sphinx là, depuis la carte du chariot, il s'est élevé maintenant et il a une position qui est devenue dominante, contrairement à là où il est dominé. Et il y a une espèce de leçon de si on laisse l'inconscience exprimer, on aura accès à certains grands secrets de la vie, plus importants que les événements qui nous paraissent peut-être incompréhensibles ou illogiques quand ils nous arrivent comme ça au fur et à mesure des jours. Je reprends le tarot de Marseille pour te montrer aussi que dans cette roue de fortune, on a une impression d'entrelac et d'incompréhension. En fait, dans le tarot de Marseille, on a les pattes des animaux qui s'enroulent autour de la roue et on a même l'impression que ça va entraver cette marche de la roue. Et là où je trouve qu'on voit le mieux cette impression d'entremêlement, c'est dans le Wild Unknown, avec tous ces fils là partout dans la roue de fortune. En fait, on a l'impression que ça va pas fonctionner, que ça va pas marcher, mais on peut aussi dire aussi que tous ces fils ou bien tous ces trucs qui tiennent en fait, ça va empêcher de faire
que tout s'écroule, de faire vraiment du n'importe quoi. Il y a vraiment une activité matérielle, émotionnelle, intellectuelle qui est compliquée, qui est intriquée, qui est indémêlable en fait, qui vient soutenir le cycle vital. Et si la roue de fortune, on prend ça comme de la chance ou de la malchance, c'est parfois difficile de trouver une logique là-dedans. C'est difficile de trouver une logique dans tous les fils qui soutiennent notre vie, notre chance, notre malchance, notre destin. Donc apparemment, les hauts et les bas de la vie n'ont pas forcément de sens et on se dit que Dieu seul peut comprendre les raisons du destin qui nous frappe, des bonheurs, des malheurs qui arrivent dans notre vie. Donc c'est vraiment une idée de fil inextricable, mais qui répondent finalement quand même à une logique, même si elle n'est pas comprise directement par nous. Et c'est peut-être un soulagement de penser qu'au-delà de notre compréhension, il existe un plan divin qui fait que tout ça, tout cet embroglio veut dire quelque chose. Je fais un petit détour aussi par l'astrologie. Alors, la roue de fortune est assimilée à la planète Jupiter et au feu, vraiment le feu de la vie qui nous porte. Donc Jupiter, c'est aussi la planète du sens de la vie, de chercher justement à trouver le sens de notre implication dans notre vie, de devoir faire nos choix. Et il y a aussi dans la planète Jupiter cette joie d'être dans cette danse, cet optimisme, ce profit des opportunités, ce sens du jeu. Je retrouve ça très 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 fort dans le tarot de Nicoletta Cecchioli. J'essaye de te montrer ça correctement. Où on voit bien, alors il y a une petite bonne femme qui semble morte, mais en fait c'est un cirque, c'est un spectacle, c'est un tour de passe-passe. Elle n'est pas réellement morte. Et il y a cette idée que la roue est un jeu, le destin est un jeu, tout ça c'est une farce. Il n'y a sans doute aucun risque réel derrière les dangers qui nous semblent être présentés. La roue de fortune, donc c'est traditionnellement une carte de destin, c'est une carte traditionnellement de chance, surtout justement sous l'auspice de Jupiter qui est vu la plupart du temps comme quand même une planète bienveillante, bienfaitrice. Je voulais te montrer aussi la roue de fortune dans le Line Strider Tarot, le tarot de l'équilibriste, du funambule pardon. En fait là on voit bien qu'il s'agit également d'une roue astrologique en fin de compte. Alors, même si c'est pas séparé en 12 petites parties, en fait, on peut voir vraiment ça comme une roue astrologique avec les 12 signes astrologiques et voir notre vie découpée en expériences qui peuvent avoir des tonalités différentes selon les 12 signes du zodiaque. Donc, Jupiter, c'est la planète philosophe, la planète du sens de la vie, et la roue de fortune, ça vient soulever toutes les grandes questions universelle. Qu'est-ce qui fait que le soleil brûle? Comment se fait-il qu'il y ait un cycle des saisons? Comment est-ce que marche la gravité? Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que c'est difficile pour nous humains de saisir les liens scientifiques ou divins entre les choses. On se dit juste quelque chose comme « c'est le destin ». Et la roue de fortune, c'est cette carte de « c'est le destin ». Et c'est ce qu'on a tendance à dire quand on ne comprend rien à la situation ou au pourquoi qu'il y a derrière ce qui nous arrive. Et peu à peu, on arrive à la conclusion que à la fois les événements de la vie et aussi les lois physiques de l'univers, c'est des mystères qui nous éveillent quelque part aussi à la force du divin, qui est évoqué dans le bras levé du magicien et qui est manifesté dans le monde physique de l'impératrice. Le message qu'il y a derrière tout ça, c'est, et là on le voit bien aussi là-dedans, c'est tout est connecté. Si on vivait assez longtemps, on parviendrait peut-être justement à saisir le sens caché qu'il y a derrière tout ça, mais nos vies sont courtes, du coup on a une vision hyper étroite, on a droit à uniquement une toute petite portion du monde, comme un tout petit morceau de puzzle qui forcément nous semble assez vide de sens. La roue de fortune, c'est aussi un écho préalable, une prévision en fait de ce qui va nous arriver dans la carte du monde. La carte du monde, pour moi, c'est vraiment la carte synthèse du tarot parce qu'elle porte à ses coins les 4 éléments, les 4 suites, dans ces 4 angles en fait. C'est vraiment une forme de mandala du tarot, je trouve. Là aussi, on le voit, c'est un mandala du tarot dans les deux cas. Et ces cartes, elles portent tous les enseignements des arcanes majeurs. Donc ici, c'est représenté tout simplement parce que on est au tournant de la moitié des arcanes majeurs, donc c'est relativement logique que ce soit fait comme ça. Il y a aussi
là-dedans, je trouve une histoire de... Ça vient toucher la réincarnation, en fait, selon la conception bouddhiste. C'est-à-dire que le monde, c'est la renaissance, le renouveau, la sortie d'une vie, avec là les lauriers de la victoire quelque part, et on va venir s'incarner dans une autre vie. Et la roue de fortune, elle va plutôt parler du karma et de notre comportement dans cette vie, de notre jugement aussi en bien ou en mal de nos actions. Et quelque part, une mauvaise action amène logiquement à une réincarnation à un niveau en dessous. Des bonnes actions, ça va entraîner une réincarnation à un niveau supérieur. C'est vraiment l'une des cartes les plus riches en symboles de tout le jeu de tarot. Il y a 4 animaux, 4 coins qui représentent les 4 suites, mais c'est aussi les, alors là on le voit mieux, les 4 signes fixes du signe du zodiaque, donc le lion, le scorpion, le verseau, le taureau, qui correspondent en fait à ces animaux ici, qui correspondent aussi aux 4 évangélistes, si on rapproche ça plutôt du monde chrétien. Au centre là, de la roue, il y a marqué, on a les lettres hébraïques, pardon, Yod, E, Va, E. Ça s'écrit Y-H-V-H. C'est le nom de Dieu qu'on a transcrit après par Yahvé, mais normalement ça apparaît dans la Torah et c'est sans voyelle, donc c'est complètement imprononçable. On ne dit pas normalement le nom de Dieu, c'est vraiment le symbole secret de la création du monde. On retrouve aussi les lettres R-O-T-A, donc Rota comme la roue, ou Tarot comme le tarot, selon comment on le lit, ou on peut encore lire Torah comme dans la carte de la grande prêtresse. On peut aussi lire Hathor, qui est la déesse égyptienne de la mort. On voit aussi aux 4 coins, là, sur les petites flèches en fait qui sont au milieu, on voit les symboles alchimiques de Mercure qui est en haut, du soufre qui est à droite, du sel qui est à gauche et de l'eau qui se trouve en bas. Et tout ça, c'est les éléments alchimiques qui correspondent au 2e stade alchimique qui est la transformation. L'élément eau, ça représente en plus la dissolution, c'est-à-dire la disparition de notre ego pour laisser émerger notre vrai moi qui avait été caché sous nos habitudes, sous nos peurs, sous nos techniques de défense. Je reviens à ma question du libre arbitre et du destin. Donc on retrouve là le mythe d'Oedipe que je ne vais pas forcément beaucoup revenir dessus. Comme je t'ai dit, je l'ai expliqué vraiment en largeur dans la carte du chariot, mais on peut dire avec cette carte qu'on va rencontrer précisément son destin là où on avait tout fait pour que ça n'arrive pas. En tout cas chez Oedipe, là où son père avait tout fait pour que ça n'arrive pas. Ça vient soulever en fait un autre mythe aussi qui vient parler de ce déchirement en fait entre le libre arbitre et le destin, qui est le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc Orphée perd sa bien-aimée Eurydice qui s'est fait mordre par un serpent d'ailleurs. Et en fait, il descend dans les enfers dans l'espoir de retrouver Eurydice et il est autorisé à se faire sortir Eurydice des enfers par Hadès parce qu'il l'a charmée grâce à sa merveilleuse musique. Et donc il la cherche dans les enfers. La seule condition, c'est de ne pas la regarder et de ne pas lui parler pendant tout le chemin qui ferait hors des ancêtres pendant qu'elle est en train de le suivre. Et sur le chemin, Orphée ne peut pas résister et il se retourne pour regarder Eurydice et Eurydice disparaît et il la condamne quelque part à la mort de cette façon. Et on voit là ce jeu entre c'est le destin et à quel point est-ce qu'on peut être maître de tout ça nous-mêmes. Je voulais revenir aussi à cette notion de cycle, étant donné qu'on est bien dans une histoire de cycle, mais plus rattaché au cycle féminin et à quelque chose de maternel. C'est super bien représenté, je trouve, dans cette carte du Marie-El Tarot, où la femme porte vraiment la roue de fortune sur son utérus, en fait. Et on a vraiment l'aspect cyclique de la vie dans le ventre féminin qui est fécond. Alors, dans la répartition en 3 grandes lignes des arcanes majeures du tarot, là aussi je t'invite à revoir surtout la carte du fou, j'ai bien expliqué ce concept de 3 lignes, mais sinon voilà, dans cette répartition en 3 lignes de à chaque fois 7 cartes, la roue de fortune, attends, je te la montre de nouveau dans le Rider-Waite, elle vient se placer directement justement sous l'impératrice qui est la carte féminine et cyclique par excellence. C'est super sympa à voir comme petite, comme ça s'enchasse en fait. Ça peut être également la représentation d'un archétype maternel qui va venir déterminer de façon des fois un peu péremptoire, un peu sévère la vie de son propre enfant. Il y a on peut dire
dans cette machine-là qu'il y a le conscient et l'inconscient qui évoluent ensemble, l'inconscient étant représenté par la mère. Et ça va évoluer ensemble pour créer quelque chose de neuf. La conscience, elle agit selon les expériences générées par l'inconscient et donc par l'empreinte maternelle. Ça rappelle certaines personnes un lien qui est peut-être un peu toxique avec une mère qui est trop contrôlante, avec laquelle on a vécu des expériences difficiles ou douloureuses. C'est vraiment des vestiges que revit notre enfant intérieur des fois. C'est une carte qui peut nous inviter et nous dire qu'on a besoin de guérir ça. Si on a l'impression d'être encore gouverné par une mère trop contrôlante. Je vais aller encore plus loin avec cette histoire qu'on a vue plus tôt des rois déchus en fait, du roi mature, le vieux roi qui est déchu, le nouveau roi qui arrive tout doucement. Alors c'est une image médiévale à la base certes, mais en fait ça remonte à encore plus loin que ça, où la fortune c'était vraiment la déesse mère et le roi déchu c'était un événement réel et pas seulement un espèce de symbole moralisateur comme quoi il ne faut pas être trop orgueilleux. Chaque année, à la moitié de l'hiver, au solstice d'hiver, la prêtresse, elle allait sacrifier le vieux roi. Elle imitait en fait comme ça, elle symbolisait la mort de l'année. Elle se soumettait à la déesse mère et elle allait choisir un nouveau roi pour suggérer de créer un nouveau printemps à la déesse mère. Donc la roue de fortune, c'est vraiment le mystère de la nature, le mystère du rythme des saisons. Et en même temps, c'est la capacité des humains à prendre part à ce mystère à travers des rituels et même éventuellement à travers des sacrifices. Je voulais terminer par la théorie de l'âge du Verseau. Je te remontre ça, ça va illustrer le sujet. Parce que selon l'astrologie, la Terre, elle suit un cycle de 24 000 ans. Et à chaque fois, il y a 2000 ans dans un signe particulier. Donc c'est également un fait astronomique. Le cycle, il est en vérité, il n'est pas exactement de 24 000 ans, il est de 25 920 ans. Et quand on parle de l'ère du Verseau, on parle du fait qu'on a presque terminé là le cycle du Poisson et que l'ère du Verseau est en train de s'amorcer. Ça arrive un peu après les années 2100. Donc beaucoup voient le cycle de 24 000 ans comme un cycle d'harmonie et de destruction de l'autre côté, qu'on peut voir donc ici dans la roue de fortune de toujours harmonie, destruction, etc. Et pendant les premières 12 000 années, alors que la roue nous emmenait vers le haut, la vie prenait de l'ampleur, elle apportait de la joie, elle apportait de la créativité, et puis la roue est descendue, elle a apporté de la disharmonie, de la confusion, de la souffrance, et du coup là on est arrivé dans les dernières étapes de ce cycle, de l'âge de la destruction donc, mais en attendant les derniers stades, on voit aussi les premiers espoirs et les premières accélérations qui vont avec la fin d'un cycle. Donc oui, le monde est encore largement chaotique, on voit de la violence, on voit de la haine, etc., on voit des guerres, mais pourtant il y a quand même beaucoup d'espoir. Les dernières années, il y a de grandes préoccupations pour la nature qui ont émergé, il y a des premiers actes politiques désintéressés et qui allaient vraiment être tournés vers des animaux, vers des terres sauvages, vers des peuples qui avaient tendance à disparaître, qui se sont affirmés. Il y a une volonté de désarmement, il y a des mouvements de libération de tout type, il y a une condamnation massive du racisme, de la guerre, il y a de la disparition de la guerre à l'échelle mondiale, il y a la réémergence de traditions sacrées comme le chamanisme, les traditions amérindiennes, un espèce de culte à la déesse mère également, et tous ces espoirs et ces différents micro-mouvements indiquent que la roue tourne, qu'on fait bien partie de ce cycle-là. Alors pour le moment, on n'a pas de vrais moyens de savoir si ces événements-là, c'est la preuve d'un changement vraiment mondial, vraiment durable. Mais le concept de roue qui tourne, ça implique un mystère de la vie et de ses cycles de toute façon. Et en tant que mortel, on ne peut jamais vraiment connaître le résultat de ce qui se passe jusqu'à ce que ça arrive en vrai. D'ailleurs, on fait des tirages de cartes pour lire l'avenir ou saisir le pourquoi des choses aussi dans l'espoir de dépasser cette limitation humaine d'incompréhension du monde total. J'espère t'avoir été utile avec cette vidéo, j'espère t'avoir appris plein de trucs. Je poursuivrai bientôt avec la prochaine carte qui sera la carte de la justice dans ma suite en tout cas. Et moi je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite. Salut!